Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Des histoires de vie, des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien. Et bah comme convenu, aujourd'hui on se retrouve avec Atoumata. Atoumata, on l'a connue par le biais d'un reel qu'on avait vu sur Instagram et elle parlait des violences conjugales. Et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais abordé en fait par le biais d'un podcast. Et on s'est dit bah cette fois-ci pourquoi pas, parce que on le sait, hein, le sujet des violences conjugales qui aboutissent souvent à des drames familiaux. Tous les 2-3 jours, on entend parler, par exemple, de féminicide. En principe, ça touche des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas sensibiliser? Pourquoi pas en parler? Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un podcast avec Atoumata. Atoumata, comment tu vas? Oui, je vais très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah, dans un premier temps, Atoumata, je te propose de te présenter et de nous dire un petit peu qui tu es. Donc, moi, c'est Atoumata Sissako. Aujourd'hui, j'exerce plusieurs activités, notamment la thérapie. Donc, j'accompagne les femmes à transcender leur trauma. Entre autres, j'ai une marque de parfum de luxe d'intérieur. Entre autres, je suis aussi un pied en politique malienne. J'ai un autre cabinet en Afrique, au Mali. Enfin, j'ai un peu d'autres activités en Afrique de l'Ouest, on va dire ça comme ça. Donc, je suis multi-entrepreneur. Maman de 5 enfants, j'en ai eu 6. Mon premier est décédé, il avait 1 an et une semaine exactement. Divorcée 3 fois et mariée 4 fois. Là, je suis à mon 4e mariage depuis un peu plus de 5 ans. Alhamdulillah. Aujourd'hui, pourquoi tu souhaites en tout cas raconter ton histoire? C'est pas raconter mon histoire qui m'intéresse en fait, mais plutôt sensibiliser à travers mon histoire. Je pars du principe que quand on vit une expérience, peu importe laquelle, qu'elle soit douloureuse ou heureuse, c'est pas pour rien en fait. Derrière, il faut laisser une trace. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette expérience-là? Comment on en est sorti ou pas d'ailleurs? Et ça peut aider les générations futures. C'est une manière pour moi de laisser une trace ici, montrer à toutes ces femmes que bah oui, on vit des choses atroces, mais on peut s'en sortir quand on reprend en fait notre vie en main. Justement, on va rentrer hein, dans le vif du sujet concernant ton histoire à propos des violences conjugales. Atoumata, je te laisse la parole concernant ton histoire sur les violences conjugales. Moi, comme j'ai dit au début, j'ai divorcé plusieurs fois. En 2006, c'était mon 2e mariage, donc c'était avec un homme que je ne connaissais pas parce que bah, je ne l'ai pas fréquenté en fait, hein. Il venait chez mes parents pour me rencontrer là-bas, mais vous savez, à cet âge-là, on n'est pas trop. J'avais 20 ans. J'étais pas, je savais pas ce que c'était réellement le mariage. Je sortais d'un mariage, mais bon, c'était plus mon premier mariage où il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de trahison du coup, qui fait que bah je le rencontrais, on discutait de tout, de rien, mais pas de choses concrètes en fait liées au mariage. On doit se marier, puis basta, hein, le reste il viendra après. Et ça s'est fait très rapidement. Et le lendemain en fait, il est venu chez moi. J'étais sur mon tapis de prière. Il a pris le fer à repasser et il m'a frappé avec. Et j'ai pas compris pourquoi. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit bah en fait parce que quand il venait chez mes parents, il m'avait demandé à plusieurs reprises de venir chez moi. J'habitais déjà toute seule et je lui ai dit non. En fait, il y a pas d'homme qui rentre chez moi et ça c'est une règle. C'est un non négociable pour moi. Il y a pas d'homme qui rentre chez moi comme ça. Et lui, il disait que bah il pensait dans sa psychose que bah je voulais pas qu'il y aille parce qu'il y avait un autre homme qui m'attendait, d'après ce qu'il disait. Donc ça l'avait mis en rage et c'est pour ça que il m'a frappé. J'ai dit ok, donc il s'est excusé, qu'il s'est emporté. Et en 2006, malheureusement, je vois des violences conjugales autour de moi, dans ma famille, dans mes cousines et tout, mais je sais pas que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit en fait de faire ça parce que c'est pas quelque chose que je connais. Moi, j'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Et j'ai pas souvenir même en fait de l'avoir entendu crier sur ma mère. La seule fois où ma mère a pleuré à cause de mon père, et c'était à cause de moi en fait, parce que je lui ai demandé une paire de chaussures. Mon père lui a donné l'argent, elle a pas voulu aller me l'acheter, et du coup mon père il est venu, il lui a dit ouais mais en fait c'est mon argent, c'est ma fille, je fais ce que je veux et tout, et je sais pas. Elle a commencé à pleurer, j'ai rien compris, mais bon bref. Mais c'est tout en fait. Donc je ne sais pas ce que c'est des violences conjugales
comme moi j'ai vécu en tout cas. OK, il s'excuse, moi je lui pardonne, bien sûr. J'étais touchée et tout, je me revois et tout, j'ai été touchée, je dis: «Mais pourquoi il pleure et tout?» Je vois un grand garçon comme ça qui commence à pleurer, moi j'ai jamais vu un homme pleurer et je lui dis: «Ouais, non, c'est pas grave et tout, mais t'inquiète pas», et j'essaie de le rassurer comme je pouvais, chose à ne pas faire, mais chose à ne pas faire. Ça, je le saurai plus tard, qu'il faut pas faire ça. Donc on continue notre petite vie. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais mon fils il avait 9 mois et en fait, je sais pas à quelle heure, à quel moment ça a basculé, mais il y allait progressivement. La nuit, il me réveillait, je sais pas, vers les coups de 2 heures du matin. Il faisait des trucs bizarres, à la maison et il disait, «Oui, j'ai rêvé de toi dans telle ou telle situation, avec tel ou tel homme, dans telle ou telle voiture, tu habillée comme ci, tu habillée comme ça et tout. De toute façon, tu n'es qu'une, quand je t'ai prise, tu étais plus pleine qu'une chienne», plein de choses comme ça. Quand je lui disais: «Non, enfin, tu rêves en fait, c'est pas vrai, c'est pas passé», bah, il me frappait et quand je lui disais: «Oui, tu as raison», il me frappait quand même. Donc en fait, je pouvais pas y échapper. Au début, c'était aller, peut-être une fois par semaine, il pétait son plomb. Au final, c'était tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Dès que c'était la nuit, j'étais en panique parce que, bah, je savais pas ce qui m'attendait en fait et quelle histoire rocambolesque encore il va raconter. Ça a été comme ça jusqu'à, la demi-finale de la coupe du monde, 2006. J'ai dit: «Mais il faut que je trouve une solution pour partir» parce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'avait coupé avec tout le monde. Il m'avait coupé avec tout le monde. Il m'avait coupé avec ma mère, mon père, ma famille, mes amis, tout le monde. Pas de téléphone portable, j'avais qu'un téléphone fixe. Il y avait, les téléphones à les cartes à code à l'époque. J'avais une carte à code que j'avais gardée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'avais gardée mais cachée, je l'avais cachée, cachée, cachée. Très loin. 2006, coupe du monde, on monte chez la voisine pour, regarder le match et moi j'avais préparé mon plan d'évasion, toute la journée et j'étais pas sereine, non mais absolument pas du tout. On monte et je lui dis: «Attends, j'ai oublié quelque chose». Donc je descends chez moi, je prends la carte et je tape une pointe. Je crois que j'ai jamais couru autant de ma vie. Jamais j'ai couru autant de ma vie et j'ai été à l'autre bout de la ville où il y avait encore une cabine et là j'appelle, une de mes amies et je lui dis de venir me chercher sinon je vais mourir. Elle comprend pas, elle me dit: «Mais non, comment ça, qu'est-ce qui se passe?» Mais j'ai jamais pu lui dire parce qu'en fait quand, j'étais au téléphone, ne serait-ce qu'avec ma mère, il mettait le haut-parleur et il écoutait ce qu'on disait. D'après lui, en fait, on parlait en langage codé pour monter un coup contre lui. Mais il était vraiment paranoïaque ce mec, en fait. Je fuis, ma copine vient me chercher, elle me dépose chez une autre amie, donc je leur explique ce que je vis et j'ai fait 3 jours avec elle là-bas, où j'étais vraiment, j'ai enfin soufflé, mais c'était juste, court parce que, mes parents me cherchaient, donc j'ai appelé mon père, je lui ai dit enfin, je lui ai pas dit où j'étais, mais je lui ai dit que j'étais pas très loin, j'étais à côté de chez eux, mais ils savaient pas. Une petite rentrée, donc je rentre finalement et lui, entre-temps, j'appelle, ma voisine pour savoir s'il est parti parce qu'en fait, c'était chez moi, donc je me suis dit: «Comme je suis partie, il va partir». Il est pas parti. Ma voisine, elle me dit, «Attends, j'arrive» et en fait, je la rappelle et je tombe sur le mec. C'est le mec qui répond au téléphone. Il me dit: «Tu viens, si tu rentres pas d'ici vendredi, si tu pas rentré» et j'étais enceinte, à cette époque-là. «Si tu pas rentré, tu vas voir ce qui va t'arriver et tout». Alors moi, j'avais peur, j'étais en train de paniquer et tout. Du coup, je suis rentrée chez mes parents et de là, mes parents l'ont appelé pour qu'il vienne, s'expliquer. Donc là, je montre les cicatrices que j'avais sur le corps, à mon père, mes frères et tout. Je me rappelle mon frère, tous mes frères, ils étaient là, j'en ai 8. Avec leurs amis, ils ont tenu une haie, pour l'accueillir, à l'entrée et mon père, il a commencé à me dire, «Ouais, à cause de toi, mes garçons, ils vont aller en prison, tu fais n'importe quoi», alors qu'en fait, c'est moi qui est en train de me faire, frapper, mais c'est pas grave et je dis à mes frères: «Laissez tomber, c'est pas grave, si je dois mourir, je vais mourir, c'est pas grave. Laissez tomber, n'allez pas en prison pour moi et tout» et le gars, il vient et mon père, il lui dit: «Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu la frappes? Tu pas besoin de la frapper, juste menace-la et tu verras qu'elle est obéissante». OK et le mec, il dit: «Non, mais je l'ai jamais frappée, machin, machin». Il me dit: «Ouais, tu l'as jamais frappée, c'est quoi ça? Si tu en veux pas, nous, on en veut encore de notre fille et tout, donc tu la laisses tranquille». Après, il a commencé à pleurer, il a commencé à lui dire: «Oui, je vais plus la toucher, je me suis emporté, mais c'est parce qu'elle fréquente des hommes, blablabla, blablabla» et moi, en fait, j'étais tellement dans la sidération que j'ai jamais pu me défendre, en fait et mon père m'a dit: «Tu rentres avec lui et tout, il va plus jamais te toucher». Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, pendant cette période, avant que je fugue, tous les 2 jours à peu près, j'avais le droit, à ma bastonnade, sans compter, quasiment tous les jours des violences, sexuelles. Le gars, il était insatiable, je comprends pas, en fait. À un moment donné, mon corps, il ressentait plus rien du tout de toute façon parce que, c'était comme ça, bon, le corps, il prend l'habitude, il se prépare. Donc je ressentais plus rien, mais c'était quotidien, c'était douloureux, c'était très long. Parfois, il s'asseyait sur mon ventre et me disait, «Tu veux que je le plante où? Est-ce que tu veux que je le plante là? Est-ce que tu veux que je le plante là?» Je me souviens d'une scène, accrochez-vous, d'une scène où,
Un jour, il m'a écarté les jambes et il m'a lacéré les lèvres du bas. Et il m'a dit, «À partir de là, en fait, tu m'appartiens. Si jamais tu vois une autre personne et bah, cette partie-là, pourrira ou autre». Après, il faut savoir que moi, je suis malienne. On a plein d'histoires sordides, de sorcellerie, de pas mal de choses et tout. Et en fait, dans le mariage, j'ai découvert qu'il en faisait partie. Donc ça a accentué la peur que j'avais pour lui, en fait. Un autre jour, il a rasé ses poils pubiens et ses aisselles, il les a brûlés, il les a mis dans de l'eau, il m'a couché, ouvert la bouche et m'a forcé à les boire. Je crois que j'ai jamais autant vomi de ma vie. Enfin bon bref, il faisait trop des trucs bizarres comme ça. Il écrivait sur des papiers, je sais pas quoi et ça lui donnait des réponses, mais c'est faux parce qu'en fait les réponses qu'il avait, moi je sais que c'est faux. Donc c'est faux, c'est faux, mais j'avais quand même peur en fait parce que des fois il arrivait à dire des choses, qui pouvaient être vraies, mais 99 des trucs qu'il racontait, elles étaient fausses. Le pire, c'est que, il y a des gens que je connais qui le sollicitaient pour, faire certains travaux pour lui, pour lesquels, ça a un peu fonctionné, on va dire. Moi, j'ai tout balancé, hein. Quand je suis partie, j'ai appelé les gens, je leur ai dit: «Ton mari ci, ta femme ci, machin», j'ai tout dit. Ça a duré presque, 7 mois à peu près. Et 6 mois, pardon, 6 mois. Voilà, de demi-finale, c'était en juin, il me semble. Ça a duré 6 mois à peu près ce bazar. Mon fils que j'avais de mon précédent mari, est mort dans cette période-là et le jour de son décès, il est décédé à la maison et donc le SMUR vient pour essayer de faire une réanimation et tout. Donc on ressort de l'hôpital, de la morgue, donc il y a toute ma famille et tout et j'avais qu'une envie, c'est que ma mère me dise, «Rentre avec nous à la maison». Mais non, personne ne m'a dit de venir chez lui. Je suis rentrée avec, ce monstre, chez moi et j'ai commencé à pleurer et tout et rebelote, hein, il est venu, il m'a dit, «Tu fermes ta gueule, hein, si tu veux le rejoindre, c'est très facile pour moi». Bah, je peux vous dire que j'ai plus repleuré jusqu'à ce que, je me remarie ailleurs parce que, bah, c'était interdit de pleurer pour ça, en fait et j'étais seule. J'étais seule, livrée à moi-même, donc c'était pas possible. J'ai dû ravaler, mes larmes. J'ai alerté quand même pendant cette période mon père et il m'a dit, «De toute façon, tu n'es qu'une, lui aussi va partir». Mais en fait, j'ai pas souvenir que mon père, m'ait surpris avec un homme, même avec un petit copain, j'ai toujours été la petite fille docile qui écoutait tout ce qu'on dit, qui a peur des coups d'ailleurs, il le dit très bien. Donc je comprends pas en fait ce qu'il dit et il a dit ça devant ce mec-là. En fait, il lui a donné, le feu vert, hein, pour me maltraiter. De là, en fait, c'est vraiment parti, c'était pump it up. Allez, on peut faire ce qu'on veut, il y a personne qui va venir te défendre, donc j'étais vraiment seule, je pouvais rien faire et je ne savais pas que les violences conjugales étaient interdites, que c'était répréhensible. Les voisins entendaient ce qui se passait, mais personne n'a réagi. Il faut savoir que j'habitais, dans un foyer social et en fait, j'avais, des travailleurs sociaux qui travaillaient sur mon projet de déménagement, en fait. Je cherchais un appartement. Ils le savaient, mais personne n'a fait quoi que ce soit, en fait. Donc je pouvais pas partir. Partir pour aller où? Pour aller faire quoi? Avec qui? Je sais pas. J'ai 20 ans, je sais pas ce qui se passe. Donc il y a une cousine qui est venue chez moi une fois. Elle m'a dit: «Atou, tu sais que je t'aime bien et tout, mais je sais pas, c'est bizarre chez toi un peu». Parce que l'atmosphère était lourde, c'était tendu. Enfin, on ressentait le truc, mais dégueulasse, c'est dark, en fait. Je me souviens, en fait, de cette énergie là-bas qui circulait, c'était horrible et elle l'a senti et elle m'a dit: «Je suis désolée, mais je peux pas revenir et tout» et elle est jamais revenue. J'ai vu que j'étais au téléphone avec personne. Mes frères et sœurs, la plupart étaient jeunes. Ma grande sœur, bah, elle était dans sa vie, elle aussi et tout, elle avait ses petits problèmes et tout. J'avais pas de soutien, j'avais pas d'aide, j'avais pas d'amis, j'avais pas de parents, j'avais rien du tout. Donc j'ai laissé faire, en fait, parce que, bah, j'avais pas de solution. C'était la seule chose que je connaissais, donc voilà, on subit. Mais la bascule, a eu lieu, bah, cette fugue. Après cette fugue, bah, mon père me dit, je rentre chez moi avec lui. Donc je rentre avec lui, il ferme la porte et j'étais pas tranquille, hein, quand je rentrais. Il ferme la porte. Moi, je me suis écroulée par terre. Je dis: «Vas-y, c'est bon, je vais mourir» et avant de partir, j'ai dit à mon père: «Mais si je meurs, c'est pas lui qui m'a tuée, c'est toi». Il me dit: «Non, t'inquiète pas, vas-y, il va plus te toucher». Je dis: «OK». Donc j'y vais, il ferme la porte. Là, je m'écroule par terre. J'ai dit: «Vas-y, ça y est, c'est mort». J'ai dit: «Vas-y, tue-moi, on en finit quoi, parce que là, j'en peux plus, en fait». Il me prend dans ses bras, il me dit: «Non, je vais plus te toucher et tout, j'ai compris, t'inquiète pas, je te toucherai plus». J'ai dit: «D'accord» et c'est vrai qu'il m'a pas retouchée, mais bon, ça a duré un mois, hein. Il m'a pas retouchée, mais par contre, les insultes, ça y allait. J'avais pas le droit de dire non, j'avais pas le droit de l'appeler par son prénom, je devais l'appeler par son nom de famille. Je devais me lever, avant lui, prête, donc laver, maquiller, préparer, le petit déjeuner préparé pour lui et je me recouche à côté de lui. Donc en fait, le mec, il foutait rien, hein, bien évidemment,
C'est lui qui mangeait, moi je mangeais quasiment pas, j'étais affamée, j'étais séquestrée, je mangeais pas en fait, à ma faim et quand il revenait, il fallait que toute la maison soit, nickel chrome. Je sais pas comment vous expliquer en fait, c'est encore un peu C'est désorganisé incroyable, mais hein. C'est de derrière mon écran, je suis sidérée. C'est ubuesque cette situation carrément. et encore là, je passe certains détails parce que tu sais, à raconter des histoires comme ça, les gens en sont friands, mais ils se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur eux. Parce que quand je l'ai raconté la première fois, il y a des amis à moi, ils me disent: «Mais Atou, pourquoi tu nous as pas parlé?» Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pouvais pas parler. C'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Même quand j'allais avec lui rendre visite à mes parents, il me regardait du coin de l'œil. Je levais les manches, moi qui déteste faire la vaisselle, j'allais faire la vaisselle avec ma mère, je levais les manches pour qu'elle puisse voir mes cicatrices et me poser des questions pour que je puisse répondre, mais elle ne voyait rien. Qu'est-ce que je fais moi en fait dans ça? J'ai 20 ans, enceinte, avec un bébé, je fais quoi? Je peux rien faire. Je subis seulement. Donc quand on revient, il me dit: «T'inquiète pas, machin», donc les violences psychologiques étaient toujours là, les financières, enfin toutes les autres violences étaient là, mais à part la physique, j'avoue, il m'a pas retouchée, physiquement depuis. Mais il avait une maîtresse, oui, parce que bien évidemment, il va pas être que violent, hein. Faut qu'il soit aussi, adultéraire, hein. Donc il avait une maîtresse et cette maîtresse, l'appelle, devant moi, il a pas de tabou avec ça, hein, il la voit, il vient avec, après il vient à la maison, tranquille. Donc il avait une maîtresse et cette maîtresse, elle porte le même nom que moi d'ailleurs. Un jour, il me passe le téléphone à cette fille et il me demande de parler avec elle. Mais moi, tu veux que je dise quoi en fait? Elle ose me dire quoi? De toute façon, je vais te balayer. Enfin bon bref, elle a commencé à m'insulter et tout. Une fois j'ai répondu, il m'a ramassée. Il m'a tellement fait mal que les dernières fois où elle appelait et bah, en fait, je disais rien. Je pouvais rien dire parce que derrière, je me mangeais des coups incroyables. Je ne pouvais rien dire. Il reste 1 mois avant que je mette fin à tout ça, mais ça, je le sais pas encore. Donc pendant 1 mois, je serre, je tiens, je fais tout ce qu'on me demande, pour pas que je me fasse frapper. Je vais même pas donner d'image parce que voilà, on le voit dans les films, comment ça se passe et tout, voilà, c'est à peu près ça. Vous savez, j'avais pas fait d'examen de grossesse, des choses comme ça parce que, bah, j'avais pas d'argent. Et du coup, j'ai même pas déclaré la grossesse de l'enfant parce que, bah, au décès de mon fils, bah, les allocations familiales ont été coupées et tout, donc j'avais plus rien, avec la CAF, donc et il me demande, la prime de naissance et je lui dis: «Mais je suis pas sûre d'avoir la prime de naissance parce que, bah, j'ai pas fait la déclaration de grossesse». Il me dit: «C'est pas mon problème, je veux rien savoir. Tout ce que je sais, c'est que la prime de naissance, le 7, tu me la mets dans la main». Et je savais que j'allais pas forcément l'avoir. En plus, on a des loyers en retard, il y a rien dans mon frigo et j'ai rien préparé pour l'enfant. Je peux pas. J'ai pas en fait. J'ai dit: «OK». Et là, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai dit j'avais du linge en bas. Je sais même plus en fait réellement s'il y avait du linge. En tout cas, je lui ai dit: «Il y a du linge en bas, ça je sais. Est-ce que tu peux ouvrir la porte?» Donc il ouvre la porte et je descends et quand je descends, je lui dis: «Maintenant tu dégages». Il me dit: «Comment ça?» J'ai dit: «Non, non, maintenant tu dégages». En fait, j'étais dehors dans la cour. Du coup, il y a les voisins et tout et je lui dis: «Maintenant tu dégages» et il me dit: «Non, rentre, on va discuter». J'ai dit: «Non, il y a pas de discussion, tu dégages de chez moi maintenant. C'est bon, j'en peux plus en fait». Là, il appelle mon père. Mon père, il lui a dit: «Vas-y, tu me fais chier, dégage». Donc et après il appelle mon oncle. Mon oncle qui essaie de me parler, je lui dis: «Écoute, ça fait, 8 mois que je suis dans ça, tu sais pas ce que je traverse et tout, laisse-moi gérer ça». Il me dit: «OK». Donc après, il appelle son frère et son frère aussi qui est pas au courant de ce qui se passe parce que personne ne sait ce qui se passe. Je lui explique à lui parce que, bah, du coup, par respect, je lui explique ce qui se passe, ce que son frère me fait. Le frère, il pète un plomb. Le gars, il pète un plomb et il dit: «Je te répudie. Si je couche avec toi, c'est comme si je couchais avec ma mère». J'ai dit: «OK». Bah, écoute, c'est tout ce que j'attends en fait. Ça fait, 7 mois, 8 mois que je te demande ça et il est parti comme ça. Il a pas pris ses affaires, rien du tout. Il a pris, le strict minimum, les vêtements qu'il avait sur lui et il s'est barré. Le jour où il est parti, c'était en après-midi, ma mère, elle m'appelle et tout. Elle me dit: «C'est comment?» Je dis: «Bah, il est parti». Elle m'a dit: «Tu rentres à la maison?» J'ai dit: «Non, je rentre pas à la maison. Si je dois mourir, bah, je vais mourir» parce que jusqu'à maintenant, bah, en fait, j'étais toute seule donc je rentre pas. Je suis restée chez moi. Je suis restée chez moi, il est plus jamais revenu. Il a pas reconnu son enfant, il a dit que c'était pas à lui parce que, j'étais avec, 8 personnes, pendant le mariage, alors qu'en fait, on était au deuxième étage, le mec il m'enfermait, on avait des fenêtres, qui s'ouvrent pas normalement, là, ils s'ouvrent par en haut et du coup, bah, il a pas reconnu l'enfant, sauf que l'enfant lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, donc il y a pas de souci. Ça fait 19 ans aujourd'hui que, bah, pas de nouvelles, on a eu à être, au même endroit à plusieurs, moments, quand je suis partie en Afrique notamment, mais on s'est jamais vus, en fait, on s'est pas revus. Moi, personnellement, je l'ai jamais revu et il a vu sa fille, lors d'un baptême, je crois que ma mère avait amené l'enfant. Elle était bébé, il a regardé, il a dit: «Mais elle me ressemble et tout», ma mère, elle a dit: «C'est trop tard pour toi, en fait». C'était tout, on en est comme ça. Le plus grand regret que j'ai de cette histoire, c'est, de ne pas avoir porté plainte parce que, après moi, bah, du coup, il s'est marié, 15 jours après avec sa maîtresse.
Bah, du coup, il lui a fait vivre exactement ce que j'ai vécu, voire pire. Aujourd'hui, il est, recherché pour des faits assez graves en France, mais il a fui, en Afrique, donc il est en Afrique actuellement. Il a recommencé là-bas aussi, hein, à plusieurs reprises. Il a eu, des démêlés avec la justice là-bas par contre, mais bon, la justice africaine n'est pas la même que la nôtre. Donc il se la coule douce là en ce Mmh, moment, avec une autre femme. Il a 6 enfants en mmh. France de 4 mères, différentes. Ma fille connaît, une de ses petites sœurs, mais elle connaît pas les autres et je connais une des femmes qu'il a fréquentées et les autres, je les connais pas. Sa maîtresse, je l'ai jamais, j'ai jamais eu, la chance, de la rencontrer. Enfin, elle a eu la chance de ne pas m'avoir rencontrée, en fait. Franchement, Voilà. ton histoire, elle est juste incroyable, hein. Elle est exceptionnelle et parce qu'encore une fois, c'est la première fois, hein, chez Nounissa qu'on pose des questions à une femme qui a été victime de violences conjugales et c'est vrai que vu de l'extérieur, on comprend pas vraiment, en fait, comment c'est possible de faire vivre ça à un être humain, qui plus est une femme, qui plus est, en tout cas, la mère de son enfant et c'est vrai que je me souviens d'une parole que tu as dit, c'est qu'en fait, les gens, ils te disaient: «Mais pourquoi tu ne leur as rien dit?» mais c'est pas que tu ne voulais pas. En clair, c'est que tu ne pouvais pas et elle est là, la nuance. Elle est là Elle la nuance et les gens et franchement, ils arrivent pas à le comprendre. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on veut pas, on veut. Après ça, bon, aujourd'hui, j'accompagne justement les femmes et je sais ce que c'est maintenant biologiquement ce qui se passe dans le corps, neurologiquement ce qui se passe. On est en état de sidération. La sidération, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui vient et qui te met une gifle. Tu as un temps de réaction. Ce temps de réaction, c'est de la sidération, en fait. Le temps de reconnecter nos neurones, là, que notre cortex préfrontal, il prenne le relais pour raisonner, on bug. Bah, imaginez une femme qui est victime de violence conjugale, elle bug. En fait, elle est bug. Et moi, j'ai buggé. Pour aller plus loin dans mon récit, je n'ai pas vécu que des violences conjugales. Là, c'était une période de ma vie. En fait, j'ai vécu d'autres violences, beaucoup plus jeune. J'ai vécu d'autres violences. Mais la violence conjugale, là, les violences physiques que j'ai vécues là, c'était le summum. C'était vraiment le summum, de mon point de vue. Parce que ce que j'ai vécu plus jeune, c'est encore autre chose. C'est un autre level, ça. J'avais pas de cicatrices physiques. J'avais pas, je sais pas, c'est pas pareil. Et du coup, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais on est bloqué en fait. On bug, on peut rien faire. Moi, j'étais dissociée jusqu'à 21 ans et j'étais pas là en fait. Et je revois les photos de moi où en fait, j'avais perdu 25 kilos pendant ma grossesse et je suis une femme d'un mètre 75, bien en chair. Dieu m'a bien dotée, on va dire. Donc, j'avais perdu presque 25 kilos enceinte de ma fille. Les yeux, le regard était vide. J'étais là, mais j'étais pas là. À 21 ans, j'ai vécu les violences sexuelles, j'ai vécu les violences conjugales, la perte d'un enfant. J'étais toute seule livrée à moi-même. Ça fait beaucoup. Cette période de 8 mois avec cet homme-là, je suis pas restée parce que je l'aimais. Je me souviens pas avoir quelque sentiment que ce soit envers lui. Je suis restée parce que j'avais peur de partir. J'avais peur des représailles. Parce que, encore une fois, j'étais livrée à moi-même. J'étais toute seule. Si quelqu'un m'aurait dit, viens, ça, c'est pas normal. Tu peux pas rester dans ça. Viens avec moi. Je serais partie. Je demandais que ça. Parce qu'il faut savoir que c'est un cycle, les violences conjugales. Le gars, il peut te frapper le matin et l'après-midi, il vient tout mielleux. Excuse-moi, je me suis emportée. Et puis, il te fait des cadeaux ou pas. Bon, moi, j'avais pas de cadeaux, hein. Mais c'était plutôt une tendresse affective qu'il va te montrer et tout. Il va être gentil, il va peut-être pleurer, il va soi-disant, il culpabilise et tout. C'est pas vrai. Tout ça, c'est du fake. Mais moi, je le savais pas. Je savais pas tout ça. C'est pour ça qu'il est important qu'on témoigne de ce qu'on a vécu. Je vous ai dit, j'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Je connais pas. Je ne connais pas. Même nous, se faire violenter par nos parents, bon, je vais pas mentir, mon père, il m'a déjà frappé. Il m'a frappé, mais pourquoi il m'a frappé? Je me suis jamais plaint parce que mon père m'a frappé, parce que j'avais fait une bêtise et c'était sa manière de me corriger. Bah, je peux vous dire que j'essaie de me tenir à carreau le plus possible, mais j'avais fait quelque chose. Mais il allait pas venir, mon père, il est jamais venu frapper ou nous humilier comme ça gratuitement, hein. Ni même ma mère, hein, ni ma belle-mère, parce qu'on était dans un foyer polygame. Moi, mes parents, ils nous ont pas violentés en fait, hein. Quand ils nous grondaient, ils nous disputaient, ils nous insultaient beaucoup. Quand ils nous insultaient ou ils nous frappaient, c'est parce qu'on avait fait quelque chose. Et c'était pour eux en fait l'éducation qu'il fallait donner parce que c'était ça qu'ils connaissaient en fait. Et mes copains, mes copines et tout, c'était pareil. Donc en fait, il y avait pas de sujet. J'avoue, eux aussi, ils ont fait des dingueries quand même, hein. Mais on les a normalisés parce que bah c'était maladroit. Aujourd'hui, quand on prend conscience, c'était très maladroit. Mais les violences conjugales que j'ai vécues là, la torture, la séquestration, tout ça là, l'humiliation, tout ce que le gars là m'a fait traverser, il n'y a aucune justification dedans. Au nom de quoi? Parce que tu as fait un rêve? Mais t'es qui? T'es le Messie? Et moi, j'avais peur, mais peur comme pas possible. Il faut savoir que
il est rentré dans ma vie à un moment où j'étais très, très vulnérable et je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais avec des sœurs voilées, et en fait, c'était un monde que je connais pas spécialement, hein, donc j'étais avec elles. C'était pas une secte, hein, mais absolument pas une secte, hein, mais c'était des sœurs machallah. Franchement, elles m'ont beaucoup, apporté, mais je sais pas pourquoi j'étais vraiment, dans les livres bizarres là, les péchés, les djinns, les trucs comme ça et tout. En fait, j'avais des red flags, mais je savais pas en vrai, parce que le mec un jour, il est venu chez ma mère et il était en train de mettre un truc sur son visage et tout. Je lui dis: «C'est quoi ça?» Il me dit: «Non, non, laisse ça et tout. Si tu mets ça sur toi, tu vas voir des choses que tu ne devrais pas voir». Mais je sais pas de quoi il parle en fait, mais OK. C'est une fois qu'on est mariés que je comprends le mec ce qu'il fait chez moi, quoi. C'était dark. Franchement, c'était dark. Là, j'en rigole, mais wallah, j'en rigolais pas du tout. J'en rigolais, mais absolument pas. On te croit sur parole, bien évidemment. On ne remettra jamais, jamais, jamais en cause la parole d'une femme qui a été, victime de violences conjugales. Hem Et comme tu as dit, il faut libérer la parole, c'est primordial et c'est la raison pour laquelle aussi on a décidé de se tourner vers toi parce qu'on s'est dit: «Mais en fait, elle, ce qu'elle a vécu, ça peut être l'histoire aussi de nombreuses femmes». Il faut que les langues se délient. Il faut que ce genre de situation cesse. On est bien d'accord que, à notre niveau, on ne pourra pas faire cesser toutes les violences conjugales qui puissent exister dans ce bas monde malheureusement, mais si ça peut donner plus de courage à certaines femmes, pourquoi pas? Si ça peut les pousser à porter plainte pour sauver leur vie et peut-être même celle de leurs enfants, pourquoi pas? Parce qu'il faut pas oublier aussi que les enfants sont parfois les dommages collatéraux. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut quand même, souligner. J'ai eu mon premier emploi le, 18 octobre, le jour de mon anniversaire. Et de là, en fait, bah, j'étais en mode robot automatique où, bah, je sais pas ce qui se passe, hein. Moi, je fais seulement. Je j'applique le logiciel on m'a mis, la programmation que j'ai, hein. Donc, je travaille, je m'occupe de ma fille, tout ça. Un an après, tout ça, je me suis mariée, je me suis remariée. Et pareil, pendant 10 ans, j'étais en mode pilote automatique où, bah, l'épouse, la maman, la salariée, tout ça. Et en 2017, quand j'ai divorcé, il faut savoir que pendant mon 10 ans de mariage, j'étais en pleine dépression, mais moi, je sais pas ce que c'est la dépression, on n'en parle pas. Je sais pas ce que c'est, moi, tout ça. Je sais pas. Je pleurais toutes les nuits. Et en fait, j'ai remis ma vie en question à plusieurs moments. En fait, j'ai mis toute cette souffrance sur le dos de certains événements qui me sont arrivés quand j'étais petite. Donc j'ai dit, ouais, c'est à cause de ça que j'ai divorcé la première fois, c'est à cause de ça que je suis là, c'est à cause de lui, en fait, de ce qu'il m'a fait, que bah, en fait, je vis cette vie de merde, en vrai. En 2017, quand j'ai divorcé, mon fils était encore, il était suivi par des ethnopsies parce qu'il foutait le bordel. Et en fait, tout est parti de là. Un jour, pendant 2 ans quand même, le gars, il était suivi, mais moi, je parlais pas spécialement. Mais un jour, j'ai pété un plomb et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il m'a regardé et m'a dit, ah, ok, d'accord, je comprends. Et en fait, pendant ces 2 ans-là, c'est marrant parce qu'il s'intéressait beaucoup à moi, en fait, et non plus à mon fils. Et moi, je comprenais pas, mais c'est mon fils le problème, c'est pas moi, en fait. Mon fils, il a rien vécu, contrairement à ce que moi j'ai vécu, et je suis là, je vais bien. Pourquoi il fait pas pareil? Je comprenais pas en fait pourquoi mon fils ne faisait pas comme nous. Et il me dit oui, au vu de ce que vous me dites et tout, ce serait intéressant d'ouvrir un groupe de parole. Donc du groupe de parole, on est parti parce que je me suis découvert des talents. Je sais pas faire petites choses, je fais que des grandes choses. Et j'ai créé une association, Lotus Community, qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et en réalité, ça a été une grande thérapie pour moi parce que moi, j'ai pas pu me sauver, mais j'ai sauvé d'autres personnes en fait. Donc à travers ça, je me sauvais moi-même. Et j'ai repris mes études. Donc j'ai validé un DU sur les violences faites aux femmes et violences basées sur le genre. Donc j'ai compris le mécanisme, les cycles, tout ça. J'ai été formée à pas mal de choses, notamment l'amnésie traumatique, parce que bah, il y a des souvenirs qui revenaient comme ça et tout. J'ai repris mes études aussi par rapport à l'accompagnement, parce que pour moi, c'était pas assez, en fait, d'amener une femme à porter plainte, l'accompagner au niveau judiciaire avec notre avocate et tout. C'était pas suffisant. J'ai complété en me formant à la psychologie, à la psychopathologie, mais c'était toujours pas assez. En fait, je cherchais l'origine du mal. Je comprenais pas en fait comment les gens peuvent se lever le matin et disent ils vont faire du mal à l'autre. Je comprenais pas. Et pendant ces formations-là, on t'impose, enfin on te demande de faire un travail sur toi. Donc le travail a commencé là en fait. Ne serait-ce que quand je validais mon DU, j'ai rencontré des personnes ressources comme Roméo Cournal. Qui m'a énormément aidé. Eva Barra, pareil. C'est des coachs, des thérapeutes qui, directement et indirectement, m'ont aidé à me reconstruire. Ils ont fait partie de mon cheminement. Mais je me suis pas décidée un matin, bon, je vais aller faire un travail sur moi. Moi, mes clientes aujourd'hui, je les admire. Je les regarde, je dis, mais attends, il y a des gens, ils t'appellent.
ils prennent la décision de venir travailler sur eux. Et j'en ai des jeunes, en fait. J'ai des filles de 18 ans. J'ai tout âge. Et je me dis, mais quel courage. J'ai pas fait ça, mais en fait, je savais même pas que ça existait. J'ai vu des psychologues, hein. J'ai vu 3 psychologues et ils m'ont servi à rien du tout. Il y en a un d'ailleurs qui m'a dit, ah, mais vous avez fait preuve de résilience. Je sais pas comment vous aider plus. MDR, je suis en train de souffrir. Je pleure tous les jours. Je suis pas bien. Et tu me dis que j'ai fait preuve de résilience. Je dis, d'accord, je suis partie. Tout ça, mis à bout, fait qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. J'ai beaucoup discuté avec mon père parce qu'il faut savoir que mon père et moi, quand j'étais jeune, mon père, c'est mon père en fait, c'est mon papounet. Et toujours, hein, jusqu'à ce que je commence à prendre conscience de ce qui m'est arrivé en fait et que je puisse me poser des mots dessus. Jusqu'à 2017, mon père, c'était mon père. Mais quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai pété un plomb. J'ai appelé ça à l'époque, je me rappelle, j'avais fait un post sur Facebook, j'avais mis, je suis en pleine crise d'adolescence. Les gens n'ont pas compris, mais moi non plus, je comprenais pas ce que je disais. Mais ouais, en fait, j'étais en crise d'adolescence parce que c'est là où j'étais en train de me rencontrer. J'étais sortie de ce mode robot automatique. J'étais un peu indépendante. Parce que les gens confondent indépendance et autonomie. C'est pas pareil. C'est pas... J'ai toujours été autonome, mais j'ai pas été indépendante. J'étais pas en capacité de prendre mes décisions par moi-même et pour moi-même. Et là, en fait, il y a une grosse rupture avec ma famille. Ils savent pas ce qui se passe. Moi, je mets ça sur le dos de mon association parce que je suis très occupée, donc je suis plus présente pour eux. Mais en réalité, c'était parce que j'étais en train de me reconstruire. J'avais besoin en fait de faire table rase et j'en voulais à la terre entière. J'en voulais à ma mère, j'en voulais à mon père, j'en voulais à ma grande sœur. Je comprenais pas. Mais je sais que mes petites sœurs, elles ont compris. Et elles disaient mais nous on était petits, on pouvait rien faire. Mais je vous en veux pas en fait. Vous alliez faire quoi vous? Vous pouvez rien faire. Mais les personnes qui étaient censées me protéger, ils étaient pas là. Ils m'ont pas protégé. Ils m'ont pas soutenu. Ils m'ont pas soutenu du tout. Je sais que après j'ai eu des conversations avec mon père, avec ma mère et tout, et je l'ai posé la question à mon père. J'ai dit mais pourquoi tu lui as dit ça? Il m'a dit je savais pas. Et ça c'était pour t'endurcir. Et j'ai dit mais tu m'as pas endurci, tu m'as tué. Et en fait il a fait ce qu'il pensait être le meilleur pour moi. Mon père m'a jamais détesté, mais c'était une manière pour lui de m'éduquer. Je sais pas. Aujourd'hui notre relation elle est tellement saine. On arrive à discuter. Et pourtant, avant, je discutais. Enfin, j'ai repris la relation que j'avais avec mon père avant. Elle est encore mieux que celle d'avant. Aujourd'hui, le mec, il demande qu'à voyager avec moi à mes retraites et tout. Il est fan. Ma mère, elle est fan. Alors que ma mère, c'était une personne qui était froide, distante, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne. Et je sais qu'ils s'en veulent beaucoup. En tout cas, de cette période-là que j'ai vécue, de ce que j'ai vécu, ils s'en veulent beaucoup. Mais j'ai envie de leur dire, ne vous en voulez pas parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec tout ça. J'ai compris pourquoi j'étais dedans. J'ai compris, j'ai pris mes responsabilités, en fait. Quand on prend ses responsabilités, bah là, on reprend les rênes de sa vie. J'ai pris mes responsabilités et j'ai pardonné même à cet homme-là. J'ai pardonné à cet homme-là. Parce que finalement, j'ai une fille avec lui et si je l'avais pas connu, bah, j'aurais pas eu cet enfant. Cet enfant, c'est mon diamant brut. Et je l'ai façonné avec l'aide de Dieu. Et franchement, alhamdulillah. Je me rappelle quand j'étais enceinte de elle, j'avais rêvé, on était en train de me réciter la sourate Luqman dans les oreilles. Je sais pas c'était quoi la sourate Luqman. Et je lui dis à son père, c'est quoi Luqman et tout? Il me dit oui, c'est une sourate dans le Coran et tout. Du coup, je l'ai lu. Et bah, ça parle de l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, quand je vois ma fille, je me dis, ouais, en fait, Allah, il a éduqué cet enfant-là depuis mon ventre, il me l'a donné. C'est pas ma fille, c'est la fille de tout le monde. Elle est juste incroyable. Qu'Allah la préserve, vraiment. Quand je la vois, je me dis, ouais. J'ai eu peur, hein, qu'elle soit un peu comme son père et tout. C'est une merveille, ouais. On était toute seule, mais elle m'a sauvée, je l'ai sauvée, mais elle m'a sauvée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant-dernière question pour toi, Atoumata. Concernant ton association, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes et comment, en fait, on peut éventuellement te contacter, enfin, comment les sœurs qui sont victimes de violences conjugales peuvent te contacter. Les filles, on transmettra les coordonnées d'Atoumata en barre d'infos pour vous ou même pour une proche. Donc, c'est un contact aussi à transmettre. Donc, dis-nous, toi, Atoumata, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu mets en place justement pour ces femmes victimes? Aujourd'hui, le Lotus Community est en veille parce qu'on avait une très grosse équipe et le Covid est arrivé. Et du coup, on a dû faire autrement, différemment chacune de notre côté. Ce sera vraiment de la réorientation. Je ne fais plus d'accompagnement comme je faisais à l'époque de victimes de violences conjugales parce que ça demande beaucoup d'énergie, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens. Mais par contre, j'accompagne les femmes dans le cadre d'une thérapie complète à 360 degrés. Ça, c'est possible. Donc, on peut me contacter sur Insta. Il y a un lien pour prendre un rendez-vous. Et mes équipes prennent contact avec la personne. Et en fonction, bah, on lui proposera des accompagnements. Accompagner une femme victime de violences conjugales directement, ça, je le fais pas. Je le fais plus du tout. Ça fait plus
partie de mon champ d'action parce que j'ai compris que les violences conjugales sont une conséquence de quelque chose plus profond en nous. C'est un tout. C'est pas que la violence conjugale. Ça va plus loin que ça. On peut amener une femme à porter plainte, mais il faut qu'elle se reconstruise en réalité parce que la plainte, ça va nous donner le statut de victime. Mais on ne doit pas rester dans ce statut de victime. On doit être acteur de nos vies. Parce qu'en disant je suis victime, on est toujours encore esclave de ce qu'on a vécu. J'aimerais te poser une question. Toi, quels seraient les conseils que tu aimerais donner à une femme qui a vécu la même chose que toi? On a compris qu'au début, toi, je reprends tes mots, ton seul regret, c'est de ne pas avoir porté plainte. Et donc aujourd'hui, toi, quels sont les conseils qui pourraient sauver, on va dire, une femme victime de violences conjugales, selon toi, bien évidemment? Il faut parler, il faut parler. Franchement, alhamdoulilah, on n'est pas en 2006. Aujourd'hui, tout le monde parle des violences conjugales, beaucoup sont sensibilisés, même dans les écoles. Quand vous êtes victime de violences conjugales, parlez-en à quelqu'un. La personne, elle va vous dire, fais ci, fais ça, c'est sûr. Il faut en parler. Même nos parents qui sont un peu vieille école, là, aujourd'hui, eux-mêmes, ils acceptent plus que une de leurs filles se fasse violenter. Ils acceptent plus ça. Quand vous êtes dans cette situation-là, attention, la violence conjugale, c'est pas genre vous êtes embrouillé, il t'a giflé, parce que il y a un rapport de force. C'est pas la même chose. Parce que les filles, elles me disent oui, mais dès qu'à la première gifle, je pars. Mais il y a des circonstances. Ça veut dire que si toi, tu pouvais le gifler, tu l'aurais fait. Donc, dans la violence conjugale, il y a de l'emprise, c'est un cycle, il y a plein de choses en fait. Donc, il faut en parler déjà pour comprendre ce qui se passe, la situation. Et si vous pouvez porter plainte, portez plainte. Moi, mon regret, c'est que j'ai pas porté plainte. Par contre, je ne culpabilise absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas porter plainte parce qu'une femme qui est victime de violence, peu importe la violence, qu'elle soit sexuelle, conjugale, familiale ou autre, elle n'a qu'une envie, c'est prendre ses jambes à son cou. Elle veut plus rien avoir à faire avec la personne. Donc demander à une personne de porter plainte, c'est de lui demander de revivre ce qu'elle a vécu, de vivre encore avec ce stress-là et la potentielle menace que il y a des représailles. C'est pas facile, hein. Déjà, la première des choses, si vous êtes dans cette situation-là, ou si vous connaissez des personnes dans cette situation-là, il y a des numéros d'urgence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Les policiers, suite au Grenelle des violences faites aux femmes, et les avocats sont de plus en plus formés aux violences, aux emprises, à toutes ces choses-là. Il y a eu un travail énorme qui a été fait. Profitez de ces outils. Ce sont des outils qui sont géniaux. Les médecins, les assistantes sociales, les écoles, même la maîtresse. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les enfants, nous, on est victimes des coups, mais les enfants, ils sont victimes de la violence psychologique qu'il y a derrière. Ça crée des traumas énormes. On ne doit pas laisser ça passer, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne plus les femmes à aller porter plainte, mais je vous invite au moins à aller au minimum en parler avec quelqu'un. Vos sœurs, vos frères, parlez-en avec quelqu'un. Juste ça déjà, ça commence, c'est bien. Ensuite, prenez attache avec des personnes professionnelles qui vont pouvoir vous aider. Si vous voulez aller porter plainte, allez-y. Ne faites pas de main courante. Faites un dépôt de plainte, un vrai dépôt de plainte. Si vous avez des preuves, gardez-les au maximum. Quand il vous frappe, prenez des photos. Gardez ça au cas où, quand vous serez décidé, quand vous aurez le courage de pouvoir quitter, allez-y. Et les personnes qui ne sont pas victimes de violence, mais qui voient des femmes victimes de violence, il y a des discours que vous tenez. Ces discours sont déplacés. Ils sont très déplacés tout simplement parce que vous ne vivez pas la situation. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Oui, mais tu aurais pu partir, moi si, moi ça. Non, il n'y a rien de toi ça, parce que tu n'es pas moi déjà. C'est pas vrai. On n'a pas la même histoire. On n'a pas le même environnement. On n'a pas les mêmes ressources. Donc on ne peut pas dire à une personne, oui, mais moi si, moi ça. Non. Si tu peux la conseiller pour qu'elle parte, pour la rassurer, ou même si elle veut pas partir, mais l'écouter, être là à côté d'elle, la soutenir, quitte son environnement. Quitte son environnement. C'est pas la peine. Donc soit vous aidez la personne et vous la soutenez, soit en fait restez en retrait. Restez en retrait. Mais si vous restez en retrait, ne venez pas dire je savais. Tu savais, t'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as rien fait. Donc ton tu savais, il sert à rien là. Une personne victime de violence, elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'être entendue. Tu vas lui dire de partir et elle va partir, elle va revenir. Oui, elle va partir, elle va revenir. Oui, elle va aller déposer plainte et puis elle va enlever sa plainte. Oui, mais ça fait partie du processus. Il y a une terreur derrière. Il y a la peur des représailles. Il y a toutes les croyances. Oui, mais si tu pars, tes enfants, il y a plein de choses qui se jouent derrière. Le soutien, c'est pas juste une fois, je lui ai dit, c'est tout le temps. Et après qu'elle a quitté ça, faut pas la laisser toute seule. Faut continuer à l'accompagner. Parce qu'une femme qui tombe, c'est toutes les femmes qui tombent. C'est la mère, peut-être, de votre futur gendre. C'est la mère de peut-être votre future belle-fille. Mais imaginez, en fait, l'enfant dans quel état il doit être. Donc non. Aujourd'hui, j'insiste sur l'accompagnement des femmes. Parce que je ne sais pas, en fait, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va devenir, quel enfant elle va mettre au monde, je sais pas. Mais si je peux l'accompagner à travailler sur ses traumas, on peut enlever un peu de charge quand même sur l'enfant. Nos enfants vont peut-être se côtoyer, j'en sais rien. Une femme qui tombe, c'est toutes les femmes qui tombent.
Il faut qu'on se soutienne toutes. Maman, à un moment, quand j'ai ouvert Lotus Community, on faisait des appels aux dons et il y a des femmes qui m'ont dit, moi, je suis pas concernée, ça me regarde pas. Waouh. Et ben en fait, j'ai envie de dire à ces femmes-là, on est tous concernés. Pourquoi? Parce que je vais prendre juste la communauté africaine de l'Ouest. Et je vais même pas prendre toute la communauté africaine de l'Ouest, je vais prendre juste les Maliens soninké. C'est celle que je connais mieux, parce que c'est de là que je viens. Si toi, tu ne vis pas de violence conjugale, peut-être que ta mère là en a vécu, ne serait-ce que psychologique. Et sexuelle, avec tout ce qu'on dit, oui, si tu te refuses à ton mari, tu vas être maudite. Et donc, il y a combien de viols conjugales dans ça? Si elle n'a pas été victime de violence, toute violence confondue, ta grand-mère a été victime. Ou bien ton arrière. Donc, en fait, on est tous concernés. C'est pas qu'une affaire de moi, je l'ai pas vécu. Si toi, même dans ta chair, tu l'as pas vécu, peut-être quelqu'un dans ta lignée l'a vécu. Peut-être il y a une cousine à toi qui le vit. Peut-être il y a une sœur à toi qui le vit. Elle le dit pas. Elle en sait rien. Faites aussi attention aux femmes qui s'isolent beaucoup, qui sont en retrait, aux femmes qui ne parlent pas beaucoup d'elles, aux femmes qui prennent beaucoup de place quand elles sont dans des assemblées. Des fois, parce qu'il y a les deux, il y en a qui vont être beaucoup en retrait et il y en a qui vont être beaucoup dans l'exagération. Elles se font beaucoup remarquer, elles rigolent beaucoup, elles sont beaucoup attentionnées envers les autres, mais ça cache quelque chose. Faites attention à elles. Discutez avec elles. Peut-être pas poser la question directement, elle va peut-être se braquer, elle va pas répondre, mais contournez. Ça va beaucoup aider. Comme tu as dit, il faut parler. Et franchement, on espère que du coup, ça en aidera plus d'une concernant les conseils que tu nous as donnés et même par rapport à ton histoire. On te remercie encore à Toumata. Je parle au nom d'Oubi aussi parce que je sais qu'Oubi dirait la même chose. Mille merci. Ton témoignage, il est Mais bien bon. plus que poignant. Il est tellement enrichissant. Mais alors tellement. On te souhaite que du bonheur. On te souhaite d'être heureuse parce que c'est amplement mérité. Beaucoup de réussite. Et Amine, amine. de toute façon, qui sait, peut-être que tu vas vouloir nous raconter aussi une autre partie de ton histoire. En tout cas, on est là. On est là. Il y a le livre qui arrive bientôt. Eh Patientez. ben, on répondra aux abonnés présents. Crois-nous. Crois-nous sur Inch'Allah. parole. On a hâte. Et les filles, on se retrouve à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Assalamu alaikum, les filles. Wa alaykoum salam. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.